Donc, autour de la table, Nicolas Marquez. Salut Nicolas. Nicolas, on le voit, qui garde le masque. Pour des raisons qui t'appartiennent absolument, Nicolas. Mais c'est grâce à toi, d'ailleurs, qu'on va faire un petit peu le point. Donc, DG de l'Institut Molinari. Qu'on va faire le point. Alors, sur deux choses. D'abord, on a déjà parlé longuement ensemble, mais moi, je veux en parler à chaque fois. Puis après, j'ai des nouvelles questions en plus, parce que tu m'aides à réfléchir à la retraite par capitalisation. Et puis le Covid, et notamment, tu as fait une étude sur Enfin, tu as fait une étude. Tu as compilé, en fait, un certain nombre d'études sur ce que représente encore aujourd'hui le Covid long, le coût du Covid. Et donc, on reparlera de ça dans la deuxième partie de cette émission. Clément Aura, salut Clément. Salut Stéphane. Prof d'éco à la Sorbonne et à Sciences Po. C'est ça. Et Cyril Lachèvre, salut Cyril, le fondateur de Silence, aide à la communication des entreprises et communication de crise. Tiens Cyril, c'est ton ancienne carrière longue de journaliste au Figaro et à l'Opinion, ton sentiment presque plus politique qu'économique sur On parle de bras de fer, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un bras de fer blanc. Enfin, j'ai pas l'impression que le bras de qui que ce soit tordu, quoi. Enfin, ça me paraît pas très impressionnant. Là, donc, vous avez sans doute suivi la séquence. Ça a été appel au président, la séquence appel au président, avec refus très clair du président de recevoir les syndicats. Possibilité de vote donc jeudi prochain, a priori. Jeudi ou vendredi, enfin ça va dépendre un peu de la rapidité de la commission mixte paritaire et possibilité ou pas de 49.3, on verra en fonction de ce que disent les Républicains. Comment est-ce que tu vois la séquence, alors, je vais te surprendre, mais on va rester sur un terrain purement en communication, hein, pas sur le du fond de la réforme qui est évidemment indispensable, de mon point de vue. Moi, je trouve que les syndicats gèrent extrêmement bien la situation en termes de communication. Sauf que là, ils sont coincés. Là. Non, mais je ne te dis pas qu'ils vont réussir quoi que ce soit. Mais je trouve que pour l'instant, et c'est assez désastreux, la mauvaise communication gouvernementale, le fait que finalement on va en finir par un 49.3 alors qu'ils ont tout fait pour essayer de l'éviter. Donc c'est terrible parce que quelque part, en fait, ce qui se joue là, c'est pas tant cette réforme, c'est l'instant d'après. Alors, il faut voir dans les prochains jours si ça se durcit au front syndical, les blocages, les raffineries, etc. Donc l'opinion va un peu se retourner. Ça peut pas se durcir, Cyril. Si ça se durcit, tout ce que tu viens de dire là vole en éclat, t'es d'accord ? Bien évidemment. Et je trouve qu'en fait, les syndicats, finalement, ont une attitude assez responsable. Ce matin, c'était intéressant. Il y avait Jean-Claude Mailly, chez un de tes confrères, qui était interrogé, l'ancien secrétaire général de l'EFO. Oui, mais il racontait quelque chose bien plus raisonnable et bien plus intéressant à entendre depuis qu'il est à la retraite. Il racontait une chose qui était que, même au pire du moment du CPE, il y avait toujours un dialogue, à un moment donné, plus ou moins secret. Mais le fil n'était jamais rompu du dialogue social entre l'Élysée, le fameux Raymond Soubi, et les syndicats, même au pire moment de la détestation. Et là, on voit très bien que c'est non-dialogue, donc non-communication. Et chacun s'en fait. Encore une fois, je reste sur le domaine de l'opinion publique, mais c'est important. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que demain, les prochaines réformes, c'est quoi ? Avec quel bagage en termes de crédibilité dans l'opinion publique du gouvernement, c'est très inquiétant. Donc en réalité, ça me rappelle exactement, je terminerai là-dessus, sur Macron en 2018, les régimes spéciaux, où il y a eu une forte période de grève en 3 semaines, de réforme des régimes spéciaux. Bon, on sait qu'elle a coûté très cher et que ça s'est tué, et après plus rien. En gros, ça s'est arrêté là, ces réformes du premier quinquennat, pour être très franc. Et donc là, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il va avoir fait ça, et ce sera son bâton de maréchal, et c'est fini. Et c'est très inquiétant. J'aurais préféré presque, d'un point de vue, que finalement, même les syndicats, l'opinion soit très contre eux, que tout se passe très mal. Mais au moins, quelque part, Macron aurait pu au moins sortir un peu... Un peu grandi, tu veux dire, de cette histoire-là ? Oui, non, moi, c'est Ah oui, là, c'est clair que... Enfin, Macron... Clément ? Moi, peut-être finalement ce que je retiendrai de cette histoire, et chaque jour j'y pense, c'est des propos de Roselyne Bachelot, en fait, qui est une femme politique que, à titre personnel, j'admire beaucoup, et qui, dans un de ses ouvrages, le dernier ouvrage, 682 jours, critique énormément les Républicains, en disant globalement, en substance, que son ancien parti avait changé de dimension, puisque à son temps c'était Jacques Chirac et d'autres, et que c'était devenu Éric Ciotti et des gens qu'à l'évidence elle considère peu. Moi je trouve qu'en fait les Républicains ont joué un jeu absolument désastreux dans cet épisode. Et plutôt que d'être une opposition constructive qui, en plus, n'a même pas la bonne foi de reconnaître qu'ils n'auraient pas fait mieux et qu'ils auraient en fait dû soutenir la réforme, sont amusés à faire de la politique politicienne. Et quelque part, à titre personnel, même si j'en attendais rien, je trouve que c'est un parti qui, a définitivement perdu le peu de crédibilité qui lui restait. C'est clair ? Voilà.
je crois Et que ce sera difficile après d'aller raconter en 2027 qu'on veut être le parti de la réforme quand on s'est comporté comme ça. Mais c'est ça. je crois que On ne c'est sait un... plus où ils habitent. Soit ils soutiennent pas, mais on peut pas. Oui, mais tu sais, Cyril, alors tu les connais un peu mieux que moi, j'ai lu ça et ça m'intéresse beaucoup. Ces gars-là, donc ceux qui sont à l'Assemblée, qui ont été élus dans le désastre, tu vois, les survivants du radeau de la Méduse, se considèrent justement comme des survivants des rescapés à qui personne n'a plus le droit de rien dire. Voilà. Nous, on est arrivés là, on est élus face à l'ouragan, face à Pécresse, face à tout ça. Donc oui, on a gagné une légitimité que vous, là, peut-être, vous n'avez pas, qui avez été élu dans les wagons du président de la République ou dans les wagons de la NUPES, ou etc. Et tout, tu vois. Je trouve ça intéressant parce que ça explique, si tu veux, que Ciotti soit obligé d'essayer de jongler avec des individus, alors que quand même, dans l'histoire du RPR, de l'UDR, etc., normalement, ce sont des godillots. Oui, normalement, ce sont des godillots. Et donc, je crois que ça, c'est très déstabilisant pour la culture Et je suis pas du sûr parti de droite. qu'effectivement, il y ait même de consensus entre les dirigeants. Ah mais pas du tout, tu n'as qu'à voir Aurélien Pradier, etc. Enfin, évidemment, oui, tout à fait. Et tu as vu qu'au Sénat, comment il s'appelle le Vendéen Retailleau. Voilà. Tu as vu qu'au Sénat, Retailleau était finalement bien plus réformateur. Il a prononcé le mot capitalisation au Sénat. Le sens de rotation de la Terre ne s'est pas inversé, si tu veux. Donc voilà, c'est un truc de dingue. Beaucoup plus réformateur, en fait, que Ciotti, qui reste l'émanation... 65 ans, quand même. Hein. Bien sûr, mais qui reste l'émanation d'une droite peut-être plus classique, droite du Sud, notariale, enfin... Alors, il y a un excellent, ce que tu viens de dire, il y a un excellent article, je crois que c'est dans Le Monde, mais j'ai un doute, sur justement... à quel point, finalement, le comportement des Républicains, mais pas que des Républicains, d'une partie du PS qui n'est pas rattachée à Renaissance, en fait, ne se comprend qu'à la haine qu'il voue à Emmanuel Macron, et quelque part, alors ça, à différents degrés, ça peut être une détestation personnelle, ça peut être une jalousie profonde, ça peut être le sentiment que de toute façon, il a tué la génération des cadras quinquas qui aurait dû peut-être être à sa place. Donc, et ce sentiment, y compris au Sénat, qui montre que même des... personnalités politiques qui ont une longue carrière derrière elles, comme Gérard Larcher par exemple, en fait, se comportent parfois de manière complètement incompréhensible dans une logique républicaine, juste par détestation ou par jalousie. Alors, détestation, je rajoute un truc très très important dans la comparaison par exemple avec Jacques Chirac, c'est que Macron va laisser une terre brûlée. Tous peuvent se dire qu'ils ont une chance derrière. Tous. À partir du moment où ils ont un nom, une petite notoriété, tous ont une carte à jouer. Ça, c'est sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Donc c'est ça aussi peut-être qui fait, voilà, notamment Larcher, je ne suis pas sûr qu'il y ait, tu vois, genre Larcher, c'est quand même le gars, il a... Mais peut-être que dans un petit coin de sa tête, il se dit quelque part, et pourquoi pas, quoi, voilà. Et pourquoi pas. Nicolas ? Ouais, je vais renchaîner sur ce que disait Cyril. Le vrai risque, c'est qu'il n'y ait plus de réforme après. Ça, c'est clair. C'est vrai dans tous les domaines, parce qu'il y aura une légitimité qui sera écornée. Et le vrai risque, c'est aussi dans les retraites. C'est qu'il n'y ait plus les réformes structurelles des retraites. Et que tout le monde mémorise que les retraites, c'est un sujet pourri. Parce qu'on a eu un premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui a chopé sur cette première réforme des retraites, ce régime universel, que certains décrivaient comme quelque chose de fantastique, mais qui avait toute une série de défauts, notamment les risques d'exécution qu'on a bien vus. Et là, on a un deuxième quinquennat qui est à nouveau parasité par ce sujet-là. Et le pire du pire, c'est qu'on parle seulement d'économiser 13 milliards à horizon 2030 pour soi-disant équilibrer les comptes, mais on sait tous qu'on n'aura jamais 4,5% de chômage en 2030 et que le déficit sera beaucoup plus élevé. Et on a une réforme... 1% de gain de productivité par an. Hein. Oui. Et donc on a une réforme qui est même pas une vraie réforme paramétrique. Et on n'a pas traité le sujet structurel dans la réforme. Parce que le sujet structurel, c'est quoi ? C'est capitaliser plus et provisionner les retraites des fonctionnaires. Alors, on fait un décorum. Rappelle-nous de combien l'État doit abonder chaque année le système. L'État, en tant qu'employeur, parce que le vrai sujet des retraites, c'est que l'État employeur n'a rien fait pour ses fonctionnaires. Il paye 60 milliards d'euros par an pour payer les retraites de ses fonctionnaires. Et en fait, il les surpaye parce que la démographie de la fonction publique est très déséquilibrée dans l'État. Il y a 0,9 cotisants pour un retraité. L'État, il préfigure le vieillissement de la société française. Et à 0,9 cotisants pour un retraité, on ne peut pas financer les retraites au jour le jour. Bien sûr. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'État, par rapport au secteur privé, il surpaye ses retraites de 33 milliards d'euros par an.
ça vous explique une part très significative du déficit. Donc quand on dit, non, mais pour être très clair, Nicolas, quand on parle d'équilibre, Ouais. c'est équilibre plus chaque année 33 milliards d'euros d'argent public supplémentaire. Parce que quand le corps calcule les déficits, il regarde les déficits seulement du secteur privé et il dit au niveau de l'État, c'est le budget. Voilà, c'est donc ça. c'est pas la répartition, donc Voilà, c'est pas c'est du ça. déficit. Voilà, c'est Et ça. en fait, il y a au minimum 33 milliards d'euros de déficit par an depuis 20 ans. Ça vous fait une facture à 600 milliards. Et cette incapacité de l'État à rééquilibrer ses comptes depuis les années 80, c'est en fait une incapacité de l'État à rééquilibrer les comptes depuis la fin du baby-boom. Cyril ? Pour aborder dans ce que dit Nicolas, et peut-être que l'Institut Molinari, vous aviez étudié la situation, mais on me racontait il n'y a pas très longtemps que la RATP, le système de retraite de la RATP, était déjà complètement en déficit, et c'était fini, quoi. C'est-à-dire que tous les ans, en fait, l'État, effectivement, abonde, rien que pour la RATP dont on ne parle plus. Le sujet, à un moment donné, Nicolas l'a dit, hein, c'est la question de la capitalisation. Il y a eu quand même alors, je ne vais pas dire des avancées, mais des tentatives de discussion ou de mettre ce sujet sur la table. Moi, je rappelle, parce que c'est vraiment un sondage intéressant qui est fait par le Cercle des épargnants et Ipsos depuis 20 ans sur la française, la retraite, l'épargne. Et la dernière édition est sortie il y a un mois. Et on voit que 54% des Français sont en faveur des fonds de pension. Quand on leur demande c'est quoi la mesure qu'il faudrait faire pour remettre à l'équilibre, la première, c'est l'Ipsos, hein, c'est Brice Teinturier, enfin, c'est très sérieux. 54% des fonds de pension, c'était même à 57% en 2021, ça a un peu baissé, je pense, avec les marchés. Deuxième, 51% augmenter le montant des cotises. Et alors après, évidemment, 36% juste reculer l'âge de la retraite et puis 12% baisser les montants des retraites. Donc 54% des Français, on ne le dit pas. Non, sont ça me surprend beaucoup. se disent D'un système de Et en fait, capitalisation. après, quand on rentre dans le détail, seriez-vous prêt à le faire 44% disent oui. Mais bon, c'est encore une fois. Mais d'ailleurs, ils le font. Oui, L'assurance vie n'est rien d'autre que ça. 54% des Français PER, tout ont ça. conscience, et les jeunes, ça monte encore plus, que de toute manière, pour équilibrer à long terme ou pour réduire, il va falloir en passer par un système. Ils disent pas à 100%, les questions vont pas dans 100% de capitalisation. Ils savent qu'il faut mettre en avant. Et c'est ça qui est intéressant. Le Sénat a essayé, par un amendement, de lancer une réflexion, de demander au gouvernement une réflexion sur est-ce qu'on pourrait pas faire une petite partie de capitalisation, en s'appuyant sur l'exemple excellent d'ailleurs de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens. Mais donc ce sujet de capitalisation, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire que quelque part, tout le monde le sait, et je sais pas pourquoi, les gouvernements successifs se disent si je prononce ce mot, je passe pour un affreux libéral. Ouais. Et surtout pas, je vais me faire taper dessus. Mais non, les Français en ont conscience et sont globalement pas contre, quoi. Et voire même plus en faveur de ça que... Et le font des gens. Exactement. Oui, mais ils le font Et dans là. leur coin. Bien sûr. Ah oui, Par exemple, totalement. Stéphane Attends, parlait- j'ai une question précise, moi, Nicolas, là-dessus. C'est cette histoire de double cotisation. Alors, Comment tu démarres le système, sachant que je cotise pour ma retraite et qu'il faudrait que je cotise en plus pour un fonds de capitalisation? eh ben, en fait, notre objectif, c'est de rajouter une dose de capitalisation raisonnable pour compléter la répartition. Donc, l'histoire de la double cotisation, c'est la chose suivante qu'on se raconte depuis 50 ans en France. On est en répartition. Si on voulait passer en capitalisation, il faudrait continuer à cotiser en répartition pour honorer la retraite des vieux, ce qui est vrai. Et il faudrait faire une double cotisation pour se préparer sa retraite à soi. Et donc, on se raconte l'histoire suivante. C'est impossible puisqu'il faudrait cotiser 2 fois et les Français ne peuvent pas payer 2 fois. Mais quand on regarde concrètement, ce raisonnement, il est vrai si on veut remplacer la répartition. Et encore, parce que quand on cotise en capitalisation, ça coûte moins cher de financer sa retraite. Pourquoi? Parce que quand on... Non, ce raisonnement, il est vrai. Non. Déjà, là, moi, Non, mais- 28%, parce qu'en plus, c'est l'avantage d'être indépendant, il n'y a plus de cotisation patronale ou salariale, 28% de la valeur ajoutée que je produis, voilà, on va dire ça comme ça, part pour la répartition. Oui. Je ne peux pas, en plus, en consacrer, enfin, moi, je peux, évidemment, Ouais. mais on va dire, le salarié de base ne peut pas, en plus, en consacrer à la capitalisation. Stéphane, il ne s'agit pas de payer 28 plus 28. Non, on est d'accord, Il mais même s'agit- 28 plus Il- 5, il s'agit c'est beaucoup. de payer 28 plus 2 ou 3. C'est Oui. ce qu'ont fait les pharmaciens. Donc, c'est quand même une augmentation des cotisations. C'est ce qu'ont fait les pharmaciens. D'accord. Français sont pour. Au début, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, la CVP, a réalisé que la démographie allait être catastrophique dans cette profession. Alors, ils ont été les premiers à le réaliser parce que l'État avait fait un numerus clausus pour limiter le nombre de pharmaciens. Donc, ils savaient qu'il y avait moins de pharmaciens qui s'installaient. Et ils savaient que, donc, comme il y avait moins de pharmaciens qui s'installaient, il y aurait moins de cotisants. Ils ont dit, à l'origine, sur la base du volontariat, dès les années 60, cotiser à une capitalisation complémentaire qui sera gérée de façon collective. Après, dans les années 90, ils ont dit on va rendre cette capitalisation obligatoire. Bon, mais concrètement, les pharmaciens, ils ont cotisé un peu plus,
Mais ça n'a pas été refusé par la profession. Oui, mais Ils ont... parce que les pharmaciens, Non. ils sont pas au SMIC, les pharmaciens. Non, attends. Même pour les personnes au SMIC, c'est intéressant. Alors, le vrai sujet, c'est comment on enclenche la démarche. Il y a un autre exemple intéressant en France, c'est les fonctionnaires. Les fonctionnaires de l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique. Il y a 4,5 millions de fonctionnaires qui sont dans la plus grosse capitalisation collective française. Il y a aujourd'hui plus de 40 milliards d'euros. Ça rapporte 5,6% par an. À un instant, l'État a dit, chers fonctionnaires, c'est obligatoire, vous allez cotiser en capitalisation collective sur une partie de vos primes. Et qu'est-ce qu'a fait l'État ? Il a fait en sorte que ça soit neutre pour la fiche de paie. Et donc concrètement, il faut faire la même chose dans le secteur privé. Il faut qu'au début, Donc ça veut dire l'État que baisse la CSG-CRDS, Voilà, c'est ça. il prend une paume, il la prendra pendant des années, D'accord. il récupérera l'argent après, parce que comme il y aura plus de retraite, il y aura plus de Je comprends. fiscalité. C'est un investissement. Mais alors maintenant, rappelle-moi aussi, on l'avait déjà fait ensemble, hein, mais rappelle-moi les montants que tu peux espérer capitaliser au sens global, hein, au sens de la nation, fonds de pension, pas moi au quotidien, si justement tu demandes de verser 2 à 3% de la masse salariale annuelle. Si on s'y met maintenant, dans 40 ans, on aura 60% du PIB, du pays, produit intérieur brut, qui sera placé en fonds de pension. Aujourd'hui, quand on regarde la capitalisation... Donc quoi, c'est combien? C'est 1600 milliards, quoi, à peu près, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, En 40 ans, on peut ramener 1600 milliards. Ouais, Ouais. c'est ça. Aujourd'hui, le pays moyen de l'OCDE, il a 100% du PIB qui est en produit retraite. Et c'est un investissement fantastique parce que ces sommes, elles sont placées et elles autofinancent les retraites Bien sûr. avec des dividendes et des plus-values. Nous, on est à 12%. Donc on a 90 points de retard. Bon. Si on s'y met, on n'est pas plus bête que les autres. On a d'ailleurs une industrie de la gestion d'actifs qui est très créative. On rattrapera 2 tiers de ce retard en 40 ans. Et c'est structurant. Non, je comprends. Un autre Je comprends, mais ça implique une vision politique Oui. Ça implique de très très long terme. C'est-à-dire, ça implique de prendre toute l'impopularité C'est ça. d'une forme d'augmentation de Pour des gens qui cotisation voteront jamais pour nous. pour des gens qui ne voteront jamais pour toi, et tu seras même mort en fait. Peut-être qu'on fera une statue, sauf que tu ne le sauras pas, quoi. Voilà. un autre Oh, exemple- Macron, remarque, horizon 40 ans, il peut encore être là. Il pourra peut revenir. encore être là, lui. pourra Voilà. Ouais. Ah. Oui, vas-y, Un Nicolas. autre chiffre qui est important, hein, dans le débat, on vous prétend qu'on ferme les régimes spéciaux. Et Ouais, on mais voit ça, la SNCF, la RATP. En fait, dans les régimes spéciaux, il y a des gros et des petits. L'État, c'est 80% des régimes spéciaux. On ne fait rien pour l'État. Il faut provisionner les retraites des fonctionnaires. Et ça, c'est une démarche de finances publiques. Si l'État, en France, était aussi intelligent que sa Banque de France, la Banque de France, elle a promis 15 milliards de retraites, elle a placé 15 milliards. Elle autofinance ses retraites par les dividendes et plus-values. L'État, il a promis 2770 milliards, il a placé zéro. oui. Et, Non, d'accord. et si on provisionnait comme à la Banque de France, l'État économiserait 54 milliards d'euros par an. On résorberait structurellement notre déficit. Tu as le régime des fonctionnaires, régime de capitalisation des fonctionnaires, Clément? Je n'étais même pas au courant. J'avoue que- Mais d'ailleurs, tu es considéré comme fonctionnaire en étant... Non, à Sciences Po, non, tu n'es pas À fonctionnaire. l'université, si. Ah, à Sorbonne, ouais, t'es oui, fonctionnaire. Et à Sciences Po, ça dépend. Il y a des fonctionnaires, il y a des salariés de droit privé qui D'accord. sont, sous la bannière de la Fondation nationale des sciences politiques. Donc ça dépend. Mais après, bon, la question des fonctionnaires, accessoirement, mais on n'en a pas du tout reparlé parce que je pense que le gouvernement n'était pas du tout intéressé par ça. C'est quand même les spécificités des cotisations beaucoup plus faibles et des avantages plus élevés quand même de la retraite des fonctionnaires. À l'exemple peut-être des cadres qui n'ont pas leur prime, mais c'est quand même effectivement beaucoup plus intéressant d'avoir un salaire moyen, on va dire, dans la fonction publique et d'être en retraite que dans le privé. Oui, mais ça, moi... 80% des 6 derniers mois, c'est quand même... Ça n'a strictement rien à voir avec... D'accord, mais alors ça c'est un truc, tu vois, pour le coup, où là je suis pas aligné avec mon camp, voilà, je vais le dire comme ça. Je considère que c'est le contrat social dans lequel tu rentres quand tu choisis la fonction publique. Tu sais très bien, parce que tu sais très bien que tu vas être moins bien payé, que à diplôme équivalent que si tu avais été dans le privé, mais effectivement, tu choisis. Ça, c'est vrai pour les cadres. Hein C'est vrai pour Oui, les c'est cadres. vrai pour les cadres. Mais pas pour les autres. C'est-à-dire que le salaire moyen de la fonction publique, hors cadre, et encore les profs sont dans les cadres. Hein. Bon, ça c'est un débat, mais il est quand même maintenant légèrement plus élevé. Tous les autres emplois, en gros, si tu enlèves la catégorie A, hein, c'est... Oui, mais enfin, je pense aux profs, donc encore une Oui, fois, oui, bah, ça, hein, mais je en connais gros, les chiffres c'est par ça. cœur, les C'est- profs, oui, bien Master sûr. 2, tu as
un salaire équivalent à 80% de la moyenne des Master 2 si tu décides d'être prof. Non, mais bien sûr. Pourquoi tu le fais? Parce que, en partie, tu sais que tu auras derrière un système de retraite. Je ne Je suis crois pas d'accord, qu'il soit, même dans le terme de contrat qu'on défend toi et moi, Nicolas, je suis d'accord que avec tu toi. puisses casser ce contrat-là. Et comme d'ailleurs, ça. quand on regarde le budget de l'éducation nationale, 28% du budget, c'est la retraite. Ouais. Et donc, comme la retraite, il faut la payer, la retraite des anciens profs, on embauche moins de profs et on les augmente moins. Ouais. Le gel du point d'indice qu'ont vécu les fonctionnaires, c'est une conséquence du non-provisionnement du baby-boom. Si l'État avait provisionné ses retraites, il aurait eu beaucoup plus de marge de manœuvre pour embaucher et augmenter ses personnels. Mais ça, c'est une responsabilité qui date de combien de temps, le non-provisionnement des retraites? C'est 1825. En 1825, Villèle, le monarchiste, commence à fermer les caisses de retraite pour récupérer leurs capitaux dans la fonction publique. Et en 1853, Napoléon généralise l'opération. On ferme toutes les caisses de retraite des ministères et on dit on va servir les retraites par le budget. Alors à l'époque, c'est la croissance de l'État. en France. Ouais, mais c'est une Donc il y sacrée a de plus en responsabilité plus collective. d'embauches. Il y a de plus en plus d'embauches et il y a peu de retraités. Mais avec la maturation de la démographie et de l'État en France, aggravée par la décentralisation, qui a fait que les embauches se sont faites dans les collectivités locales, on a laissé un État plombé financièrement. D'accord, mais je saurais maintenant que c'est de la responsabilité de Napoléon. C'est ça. Oui, Tu vois, Napoléon. là, il y a Sedan, j'ai appris Monsieur Baron Haussmann, il y a Sedan et les retraites. J'ai appris un sacré truc là. Ouais. Et cette histoire-là, Ah, comment ça? Napoléon III alors, pas Bonaparte. Napoléon III. non, D'accord, d'accord, Napoléon III. Bonaparte était pour les fonds de pension. D'accord, d'accord. Bonaparte incitait tous les ministères à mettre. Ah bah oui, mais le pauvre Napoléon III, alors lui, oui, il n'est plus à une casserole près, le pauvre. Même si, on est d'accord, c'est la période, j'essaye d'expliquer ça des fois, mais c'est la période où la France industrielle et la France de la science règne sur le monde. Ah oui, totalement. Hein voilà, Sans me convertir en Jean-Marc Daniel, qui raconterait ça. Mais non, mais il sur la faut le dire à chaque fois. C'est ça. Oui, totalement. Ce Second Empire et ce début de la Troisième République qui sont honnis, etc., machin et tout, c'est une période exceptionnelle pour la France, exceptionnelle. Bah tiens, ça nous amènera à l'industrie verte, justement. Quelle belle transition. Et quelle belle transition. Et on en parlera après la pause. Elle vient un peu tôt, la pause, mais sinon, ça nous amènerait trop loin. Donc on se retrouve dans un instant.